Bonjour, je suis Emmanuel Corbel, thérapeute. Merci à Carla Silva de m'inviter à son congrès en ligne sur les médecines alternatives. J'ai comme ça l'immense joie de vous parler de la lecture biologique qui est ma passion maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc qu'est-ce que la lecture biologique? La lecture biologique est une façon de voir l'entièreté du corps et de la personne, donc aussi bien dans son aspect physique, environnemental, émotionnel, psychique et spirituel. La lecture biologique définit 5 lois fondamentales. La première loi nous dit que toute pathologie ou toute maladie va débuter par ce qu'on appelle un surstress, c'est-à-dire une inhibition de l'action. Et lors de cette inhibition de l'action, votre cerveau va aller rechercher un vieux programme archaïque de survie inhérent à tous les êtres vivants. Donc ce programme va être en rapport avec ce qu'il connaît, c'est-à-dire avec votre propre identité en fonction de votre situation sociale, de ce que vous ont transmis vos ancêtres, en fonction de votre place de conception, en fonction de vos croyances culturelles. Et donc votre cerveau va chercher ces différents programmes en fonction de l'impuissance qu'il vit dans l'instant. On retrouvera toujours des surstress qui sont inhérents au vivant, donc ce sera des surstress en rapport avec des pertes de nourriture, des pertes d'argent, ça peut être des surstress en rapport avec des manques, ça peut être des surstress en rapport avec des impuissances, parce que dans la nature on retrouve des impuissances, ça peut être des surstress en rapport avec des séparations, parce que dans la nature la séparation est source d'un conflit. On peut retrouver tout un aspect de problèmes territoriaux, d'atteinte à l'intégrité, des choses qui vous blessent. Mais donc c'est toutes des situations qu'on peut retrouver dans le monde du vivant. Lors de ce programme archaïque de survie se met en place ce qu'on appelle un invariant biologique, c'est-à-dire que pour une même situation, pour un même ressenti d'une situation, vous allez toujours avoir une même zone du cerveau qui va être touchée et en même temps un même organe. Aussi bien chez les êtres, aussi bien chez les hommes que chez les animaux. Donc si vous avez par exemple, vous vous retrouvez dans une impuissance à vous opposer, que ce soit un patron ou à vous opposer face à une situation d'agression, ben, ce sera à ce moment-là une zone dans la substance blanche qui correspond à la hanche, qui va gérer la hanche, qui va être mise en application, et en même temps vous allez retrouver un impact directement sur la hanche. Donc lors de ces surstress, votre cerveau va à ce moment-là enregistrer tout avec vos 5 sens, il va faire des arrêts sur image perpétuels. Donc il va enregistrer avec la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Il va aussi enregistrer la position que vous êtes dans l'espace, si vous êtes assis, debout, couché. Il va enregistrer aussi l'heure à laquelle ça se passe, si vous avez été agressé à 5 heures de l'après-midi par exemple, l'âge que vous avez. Il va enregistrer donc le temps et l'espace. Et chaque petite partie de ce que le cerveau a enregistré lors d'un événement qu'il a mis à contre-pied peut inconsciemment aussi vous rebalancer la totalité de l'événement. Ce qui fait que si jamais vous avez été agressé à 5 heures de l'après-midi, tant que vous n'avez pas compris qu'à 5 heures de l'après-midi, votre cerveau vous rappelle cette agression, vous pouvez avoir des énormes coups de pompe, puisque lorsqu'on va être agressé, on va utiliser beaucoup de sucre pour pouvoir se défendre. Et donc vous aurez des petites hypoglycémies. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Il faut savoir quand même que toutes nos cellules sont connectées à notre cerveau ordinateur. C'est notre cerveau ordinateur donc qui vont gérer tout cet environnement en fonction de ce qu'il connaît. Et donc là c'est en gros donc pour la première loi. Pour la deuxième loi, on nous dit donc lorsque vous allez, ce programme archaïque de survie va être en fait géré par puisqu'il est mis en place en dehors de votre champ de conscience, il va être géré par un système nerveux qui est notre système nerveux autonome, qui est un système nerveux inconscient. Ce qui fait que notre système nerveux autonome, ça s'appelle le système nerveux végétatif, vous le connaissez tous, et vous allez avoir donc deux parties dans le système nerveux végétatif, un système jour qu'on appelle le système orthosympathique, qui permet l'action, donc qui permet de réagir promptement lorsque justement vous êtes pris à contre-pied, et un système nuit qu'on appelle le parasympathique ou le vagotonique, qui va vous permettre de pouvoir récupérer, qui va pouvoir vous restaurer, lorsque justement vous ne serez plus dans une situation d'inconfort dû à un surstress. Avec évidemment de multiples symptômes leur correspondant. Par exemple, lorsque vous serez dans un surstress, tout votre système, tout votre corps va être branché sur le système jour, sur le système orthosympathique. Il va y avoir un surcroît de fonctionnement de ce système sympathique permettant de pouvoir s'adapter du mieux possible à votre surstress.
Dans ce surcroît évidemment d'orthosympathique, vous allez avoir des symptômes inhérents à ce surcroît d'orthosympathique, tels que une accélération du rythme cardiaque, une vasoconstriction des vaisseaux, les extrémités froides, mains et pieds froids. On va retrouver aussi des pertes d'appétit, un amaigrissement rapide et important. On va retrouver des insomnies, puisque votre système est branché sur le système jour, donc automatiquement vous ne pouvez plus dormir. C'est comme si vous aviez la lumière dans la figure toute la nuit. Et votre cerveau est en perpétuelle recherche d'une solution pendant que vous êtes en train de vivre ce conflit. Vous allez retrouver aussi au niveau de certains organes, soit des nécroses, soit des proliférations cellulaires en fonction de la troisième loi qu'on verra un peu plus tard. Lorsque vous arrivez à pouvoir dépasser ce surstress, alors on va rentrer dans ce qu'on appelle le système nuit. On va avoir un système de récupération avec aussi tous les symptômes inhérents à ce système de récupération. Donc ces symptômes inhérents à ce système de récupération, ça va être une grande fatigue, mais ce sera plutôt une fatigue tendue, alors que pour le système sympathique, on était dans une fatigue, une fatigue détendue, alors que pour le système sympathique, on était dans une fatigue tendue. Donc dans le parasympathique, on sera dans une fatigue relâchée, détendue, comme après avoir fait un énorme effort. Vous aurez évidemment une vasodilatation des vaisseaux, vous allez avoir une hypotension, vous allez avoir des bradycardies, vous allez avoir aussi tous les phénomènes évidemment inflammatoires, puisque vous allez avoir cette vasodilatation des vaisseaux, et le phénomène inflammatoire va aller dans l'organe qui est en souffrance, qui correspond évidemment à votre invariant biologique qu'on a vu tout à l'heure, qui était la notion de, pour un même événement, pour une même perception d'un événement, c'est toujours une même zone du cerveau qui est touchée, en même temps un même organe. Donc si on était tout à l'heure, pour l'exemple de tout à l'heure, dans une impuissance à vous opposer, lorsque vous allez dépasser cette impuissance à vous opposer, vous aurez une forte inflammation vagotonique au niveau de la hanche avec des grosses douleurs. Donc tout ce qui est inflammation, douleur pulsatile, tout ce qui va être aussi infection, tout ce qui va être fièvre, vont toujours venir dans cette deuxième partie de conflit, lorsque vous allez pouvoir réparer toutes vos impuissances que vous aviez vécues évidemment lors du conflit. Donc ce qu'on appellera en fait une phase post-conflictolytique. La première phase, la phase active du conflit, et la deuxième phase, c'est la phase post-conflictolytique lorsqu'on va pouvoir se réparer. Mais une fois que vous êtes dans la phase post-conflictolytique, vous n'êtes pas encore guéri. Il faut pouvoir dépasser cette phase. Et c'est une des phases qui est les plus dangereuses. Vous irez en fait jusqu'au bout de cette phase. C'est seulement quand vous arrivez au bout de la réparation, au bout de la phase post-conflictolytique, que vous serez réparé. Et souvent, vous serez même mieux qu'avant. On peut retrouver ça par exemple dans un cas hypertrophique. Si vous avez une fracture osseuse qui correspond à une énorme dévalorisation de soi, lorsque vous allez vous réparer, vous allez avoir à ce moment-là une prolifération même parfois un peu plus importante pour pouvoir justement ossifier, pour pouvoir donner une densité, un os beaucoup plus dur. Et d'ailleurs en général on ne recasse jamais au même endroit dans un os, on recasse toujours un peu au-dessus ou un peu en dessous. Donc ça va être la deuxième loi. La troisième loi nous dit en fait que c'est le système ontogénétique des maladies en tant que programme biologique, en fait, c'est-à-dire que notre corps est constitué de différents tissus embryologiques. On sait très bien que notre corps est constitué de 3 tissus embryologiques principaux. Dans notre façon de voir, on va retrouver un des tissus qu'on va diviser en 2. Donc il y a le premier tissu qu'on va prendre, qui serait le tissu le plus ancien, qui serait le tissu endodermique. Le tissu endodermique, c'est tout ce qui va en fait, tout ce qui va créer les organes qui proviennent au départ de l'intestin primitif. Quand on regarde la phylogenèse, donc le développement des différents animaux, au départ vous aviez juste un sac intestinal avec une bouche et un anus au même endroit. Donc phylogénétiquement, c'était déjà l'endoderme, et donc tous les organes endodermiques proviennent de ce gastre, de ce ventre. Ça, c'est le premier tissu et les premiers organes dérivant de ce tissu. Et lorsque vous allez vivre des impuissances vitales qui correspondent justement à cette fonction intestinale, puisque cette fonction intestinale a une fonction vitale. La fonction intestinale est simple, c'est reconnaître le morceau, donc on est dans déjà un aspect immunitaire. Donc ça, au départ, c'est reconnaître le morceau de nourriture. Ça va être évidemment pouvoir assimiler ce morceau, faire progresser ce morceau, l'intégrer dans votre corps, et puis après pouvoir évidemment recracher le morceau. Donc toutes ces fonctions sont des fonctions vitales qu'on peut retrouver dans différents organes,
tels que par exemple l'estomac endodermique, on peut retrouver ça au niveau du côlon, on va pouvoir retrouver ça au niveau d'une partie de la bouche, on va pouvoir retrouver ça même dans des glandes lacrymales. Tout ça provient de cette cavité de cet intestin primitif. Et donc, quand un intestin, tous les organes dérivés de l'endoderme sont touchés, on va retrouver toujours un ressenti au départ, une impuissance dans un aspect vital de la personne, soit dans un aspect sécrétoire où je ne peux pas éliminer quelque chose, soit dans un aspect d'assimilation, je ne suis dans une impuissance à assimiler. Alors ça peut être aussi accepter une situation, ça peut être je ne peux pas accepter ce que ma sœur m'a fait lors d'un héritage par exemple, et là ça peut toucher l'estomac. Je ne peux pas le faire mien, quand ça va le faire mien, on va être vraiment dans l'assimilation qui correspond à l'intestin grêle, parce que l'intestin grêle a une fonction d'assimilation. Et ainsi de suite. Donc vous verrez qu'on va retrouver toutes ces impuissances dans ces fonctions. Et pour ce premier tissu, lorsque vous serez dans, si on cale maintenant cette troisième loi sur la seconde, lorsque vous serez dans une phase active de conflit dans ce tissu, ben vous aurez une prolifération cellulaire. Tel que par exemple pour un côlon, lorsque vous n'arrivez pas à éliminer une merde, une crasse, quelque chose de dégueulasse, puisque le côlon sert à éliminer quelque chose, ben évidemment vous pouvez avoir un développement de prolifération cellulaire qu'on appellera un polype. Voilà. Ça va être dans la phase active du conflit. Et donc dans cette prolifération cellulaire, évidemment, si on fait une biopsie à ce moment-là, on trouvera que c'est un polype malin, un polype cancéreux. Et si vous êtes dans une seconde phase, la phase post-conflictolytique, là vous allez avoir un arrêt de prolifération cellulaire et vous pouvez, avec de la fièvre, avoir une élimination de ce polype qui peut être éliminé par l'intestin. Ou alors, au contraire, vous pouvez avoir un enquistement si vous n'avez pas de mycobactéries qui permettent de pouvoir éliminer tout ça. Ça, c'est pour le premier tissu embryologique. Le deuxième tissu embryologique, on va voir, c'est le mésoderme. Mais le mésoderme, on va le diviser en deux parties. Une partie qu'on appellera le mésoderme ancien, en fait, c'est le mésoderme qui va être collé à l'endoderme. C'est donc tout ce mésoderme ancien qui va vous donner tous vos organes qui protègent le ventre au départ. Si vous regardez une anémone de mer au départ, elle aura simplement un ventre et puis elle aura une protection tout autour. Donc vous aurez tous ces organes, cet organe qui protège le ventre. Donc on va retrouver tout ce qui est péritoine, tout ce qui est péricarde, tout ce qui est plèvre, donc ça protège votre milieu intérieur. Et vous allez aussi avoir toute votre couverture dermique, qui elle correspond à votre cuir, qui protège aussi votre milieu intérieur. Et qu'on retrouve chez les animaux, ça correspond à notre cuir, au cuir de l'animal. Je dirais avec notre derme, on pourrait même se faire une paire de chaussures si on voulait. Donc ce derme nous protège, tous les organes dérivés de ce mésoderme qu'on dit ancien parce qu'il va fonctionner comme l'endoderme nous protègent. Et donc si ce derme est touché, ben, on va avoir un ressenti principal d'une situation où on va se retrouver dans une impuissance à ne pas être protégé. On va être dans des atteintes à l'intégrité, on va être dans des situations qui nous blessent profondément. Archaïquement, ça correspond au croc du prédateur qui vous transperce. Donc ça peut être évidemment des situations qui vous transpercent réellement, telles qu'une opération chirurgicale, un coup de couteau, mais ça peut être aussi simplement des situations qui vous blessent virtuellement, puisque notre cerveau travaille toujours dans le réel, le virtuel ou l'analogique. Donc si vous avez une parole qui vous blesse, si vous avez un regard qui vous blesse, ben, ça peut toucher aussi votre derme. Et donc si on prend ce deuxième tissu et qu'on le calque sur de nouveau la seconde loi, dans une phase active, qu'est-ce qui va se passer? Ben, votre cerveau va faire une prolifération cellulaire de ce derme et va faire une hypercarapace. On peut en retrouver ça sur des cicatrices kéloïdes, on peut retrouver ça sur des mésothéliomes au niveau de la plèvre, au niveau du péricarde, au niveau du péritoine, qui sont des cancers en fait de ce péritoine. Donc le but biologique quelque part de cette prolifération cellulaire, puisqu'il y a toujours un but biologique, hein, c'est que votre cerveau va faire une hypercarapace pour mieux se protéger, pour pouvoir améliorer la fonction et la fonction de l'organe. Lorsque vous n'allez plus avoir besoin de cette carapace, lorsque vous allez dépasser ce conflit d'atteinte à l'intégrité, ben, votre cerveau il va s'en débarrasser ou alors il va enquister simplement. Donc il va arrêter cette prolifération cellulaire.
Évidemment, dans la médecine traditionnelle, dans la phase active du conflit, on retrouvera ce qu'on appelle une tumeur maligne de la plèvre, ou une tumeur maligne du derme, ou une tumeur maligne du péritoine, et dans la phase, je dirais, post-conflictolytique, où il n'y aura plus de prolifération cellulaire, bon, on parlera à ce moment-là simplement d'une tumeur bénigne. Ça, c'était pour le deuxième tissu. Le troisième tissu, puisque le mésoderme, on va le diviser en deux, c'est le mésoderme nouveau. Le mésoderme nouveau, c'est celui qui va être collé à l'ectoderme quand on regarde une tranche d'embryon. Et donc ce mésoderme nouveau, lui, il va donner comme organe tous vos organes de soutien. Il va vous donner les muscles lisses, on va retrouver aussi les muscles striés bien sûr. Il va vous donner toutes les articulations, les muscles, les tendons, les ligaments, votre tissu conjonctif, la graisse, les artères, les veines, les lymphes, les ganglions lymphatiques. Donc il va vous donner tout ce qui vous permet de présider à l'action, tout ce qui vous permet de réagir face à une situation. Puisque ça vous donne votre tissu de soutien, et ce tissu de soutien, c'est ce qui vous permet évidemment de pouvoir avoir une action sur votre monde extérieur. On va retrouver évidemment l'os, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, et aussi la moelle osseuse, puisque c'est dans la moelle osseuse que vous allez proliférer tous les éléments figurés du sang. Et lorsque vous serez dans une situation environnementale où vous êtes dans une impuissance totale à pouvoir avoir une action sur votre monde extérieur, où on va dire quand vous vous sentirez dévalorisé par rapport à une situation, mais au départ dans la nature c'est vraiment la notion d'impuissance, mais ça va être ces différents tissus qui peuvent être touchés avec chaque fois une spécificité dans l'impuissance. Par exemple, si vous avez une fracture d'un poignet, ben, ce sera dans une notion où vous n'avez pas pu pouvoir vous dégager d'une situation, ou bien que vous avez regretté d'avoir frappé quelqu'un, ou bien que vous étiez dans une impuissance à pouvoir vous imposer par rapport à une situation. Si vous avez une fracture d'un tibia, c'est ce qui vous permet, le tibia, de pouvoir vous déplacer, donc ça veut dire que vous étiez dans une impuissance totale à vous déplacer, par exemple. Si vous avez des artères qui vont être touchées, c'est simplement parce que vous étiez dans une impuissance face à une filiation où vous ne pouviez pas vivifier, avoir la force, avoir la capacité de pouvoir vous battre, puisque l'artère va véhiculer évidemment simplement du sang vivifié, du sang oxygéné qui vous permettent l'action, qui vous amener tous les nutriments qui correspondent à l'action, et ainsi de suite. Donc la thématique principale, c'est l'impuissance, mais évidemment en fonction de chaque organe qui dérive de ce mésoderme nouveau, vous aurez chaque fois des petites spécificités. Si on recalque de nouveau ça par rapport à la seconde loi, dans la phase active, contrairement aux deux premiers tissus, ici il va y avoir des nécroses réelles qu'on peut retrouver par exemple dans une ostéopénie, qu'on peut retrouver dans une ostéonécrose aseptique de hanche, qu'on peut retrouver dans une métastase ostéoclastique ou ostéolytique, qu'on peut retrouver dans l'ostéoporose tout simplement. Donc vous allez avoir une nécrose musculaire, on peut même avoir une nécrose de l'artère, on va retrouver une nécrose même des ganglions lymphatiques, enfin il y aura à chaque fois une nécrose, donc une perte de substance au niveau de ces différents organes. Donc le but biologique ici c'est de pouvoir aussi vous adapter à une situation. Parce que toute pathologie bien sûr vous permet de pouvoir vous adapter, vous permet de pouvoir sortir de là beaucoup plus fort. Et lorsque vous allez dépasser cette situation d'impuissance, ben vous allez avoir une réparation à ce moment-là qui peut être même luxuriante. Alors on va retrouver tous les sarcomes, l'ostéosarcome, le rhabdomyosarcome, le myosarcome. On peut retrouver évidemment toute cette prolifération cellulaire, même au niveau de l'artère, qui peut faire en sorte que l'artère peut proliférer à l'intérieur et se boucher. On retrouvera les plaques d'athérome qui sont un peu comme le ciment des artères qui vous permettent de colmater les brèches qu'on avait retrouvées dans la première partie dans la phase active qui correspondait aux artères par exemple. Donc ça c'est pour en gros pour le troisième tissu. Et le quatrième tissu, ça va être l'ectoderme. Et l'ectoderme c'est au départ le tissu relationnel. Donc on va retrouver tous les organes qui correspondent à cet aspect relationnel et qui dérive donc de cet ectoderme. Donc bien sûr, on va retrouver comme organe par exemple notre couverture épidermique. Notre couverture épidermique, c'est ce qui nous permet d'avoir justement un contact par rapport à notre monde extérieur, de pouvoir prendre toutes les informations du monde extérieur.
D'autres situations, on va donc retrouver tout cet aspect relationnel, on peut retrouver aussi dans différents organes tels que la petite courbure de l'estomac. La petite courbure de l'estomac est ectodermique et donc elle participe à toutes les problématiques de territoire. Donc quand vous aurez des brûlures d'estomac, c'est simplement quand vous êtes dans une phase active où vous vous retrouvez dans une difficulté de ne pas avoir votre place dans votre territoire ou de vous sentir menacé dans une contrariété territoriale indigeste par rapport à votre environnement. Ça peut être par exemple une situation si vous apprenez que votre femme vous trompe, si vous apprenez que votre patron vous vire, c'est tout un aspect environnemental où on va vous enlever votre place, où vous serez dans une contrariété territoriale ferme. Donc je vous parlais de cette petite courbure de l'estomac. Alors on peut retrouver plein d'autres organes qui correspondent à ce tissu ectodermique et qui correspondent justement à tous ces conflits qui sont dans un aspect relationnel, avec des problèmes de contact, évidemment, comme je dis pour l'épiderme, des problèmes de territoire. On peut retrouver tout un aspect aussi dans le territoire de reproduction, parce que dans la reproduction, comme organe, on va retrouver le col de l'utérus qui permet, et le vagin qui permet évidemment de pouvoir accueillir le pénis de votre partenaire. Et donc, dans ces organes sont d'origine ectodermique et donc participent à cet aspect de territoire. Et donc on peut retrouver aussi le centre de l'ovulation qu'on va retrouver dans cette situation. Donc lorsque vous serez dans une impuissance à pouvoir par exemple acquérir votre territoire féminin, mesdames, ou bien lorsque vous perdez votre partenaire, vous risquez d'avoir des difficultés dans la procréation puisque vous pouvez avoir une diminution de la fécondation, voire des règles anovulatoires ou carrément une aménorrhée. Donc toute situation chez les jeunes filles qui sont en aménorrhée n'est que des problèmes de territoire qu'il faudra essayer de remettre en évidence et de pouvoir à ce moment-là faire en sorte que la personne trouve sa solution pour dépasser ce conflit et retrouver à ce moment-là sa place et donc son territoire, par exemple. On peut retrouver dans la peau, c'est vraiment la notion de contact et de séparation. Et donc si on reprend ce quatrième tissu et qu'on le recalque sur la deuxième loi, ben on va retrouver que lorsque vous serez dans une phase active de conflit, lorsque vous serez dans le conflit de séparation de territoire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une nécrose au niveau de ces différents organes, tels que la peau. Vous pouvez avoir une nécrose de la peau qui va vous permettre de pouvoir avoir les contacts plus rapides, récupérer le contact plus rapide avec votre environnement. Vous pouvez avoir une nécrose même justement du col de l'utérus dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez avoir une nécrose de cette petite courbure de l'estomac qui va vous donner en fait des ulcérations et donc des brûlures puisque le bol alimentaire va être en contact avec par exemple les terminaisons nerveuses de cet estomac. Vous pouvez avoir aussi une nécrose des artères coronaires, puisque les artères coronaires sont elles aussi ectodermiques. On retrouve un épithélium pavimenteux stratifié à l'intérieur de ces artères coronaires. Et donc ces artères coronaires qui vont nécroser vont vous permettre de pouvoir mieux nourrir votre myocarde pour pouvoir justement essayer de récupérer votre territoire, parce que tout ce qui est en rapport avec le cœur et les artères coronaires correspondent à des impuissances à pouvoir acquérir son territoire, conquérir, maintenir. Or le territoire évidemment c'est très très large, ça peut être évidemment votre territoire qui vous touche le plus profondément, c'est la famille bien sûr, mais ça peut être aussi une entreprise, ça peut être un ami, ça peut être une maison, ça peut être de multiples choses qui vous touchent dans cet aspect environnemental. Et donc dans la deuxième partie, lorsque vous arrivez à dépasser ce conflit de territoire ou ce conflit de séparation, et vous verrez que quand on parle de séparation, ça peut être aussi avoir peur d'être séparé ou vouloir être séparé. Quand on ne supporte plus quelque chose, c'est aussi une séparation. Des disputes, c'est aussi des séparations. Mais il va se passer une situation inflammatoire de nouveau, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est le système vagotonique qui va se mettre en place, et vous aurez une inflammation au niveau de ces différents organes, justement. Vous pouvez avoir évidemment une inflammation au niveau de l'estomac, avec ce qu'on appelle les gastrites. Vous pourrez avoir évidemment une inflammation au niveau de l'artère coronaire et qui peut arriver jusqu'à se boucher. Vous pouvez avoir aussi une inflammation de toute cette épiderme, et là on retrouvera bien sûr tout ce que vous connaissez dans toutes les différents types d'inflammation de peau, tels que l'eczéma ou tout type d'inflammation de peau, en fait, correspond à des problématiques simplement de séparation, mais qui sont en phase de résolution. Et si cette phase inflammatoire dure, c'est que vous n'arrivez pas à passer totalement au-delà de du conflit. Vous pouvez le réparer, puis ça revient, ou alors il y a des choses qui vous remettent toujours dans votre conflit, telles que simplement le contact qu'on peut retrouver.
Ainsi, par exemple, une maman qui a 4 mois de grossesse a peur de perdre son bébé, son bébé à 4 mois de vie peut commencer à développer un eczéma qu'on dira idiopathique ou atopique parce qu'on ne sait pas d'où il vient et on peut chercher plein de choses, un aspect évidemment allergène et ainsi de suite, mais qui correspond en fait, on va retrouver cet eczéma simplement parce que l'enfant il lâche la peur que la maman a vécue lorsque elle attendait son enfant et qu'elle risquait de le perdre. En résumé, pour la troisième loi, donc nous savons que le corps est constitué de 3 tissus embryologiques principaux. Donc ces tissus embryologiques vont composer tous nos organes de notre corps. Mais nous, on va distinguer. Donc il y a le tissu endodermique, il y a le tissu mésodermique et le tissu ectodermique. Nous allons, dans notre système, diviser le tissu mésodermique, donc qui se trouve au milieu des deux autres, en 2 parties. Ce sera le mésoderme ancien et le mésoderme nouveau. Donc, tous les organes qui sont dérivés de l'endoderme ont une thématique principale de conflit en rapport avec le vital, avec différentes évidemment spécificités en fonction des organes. Ça peut être, il est vital pour moi de nidifier lorsqu'on veut créer un enfant, ou il est vital pour moi d'attraper une information auditive lorsqu'on est sur l'oreille moyenne, ou il est vital pour moi d'éliminer quelque chose de moche et de dégueulasse quand on est sur du côlon. Donc ces organes et ce tissu embryologique donc, va faire de la masse en phase active, ils vont proliférer pour exalter la structure et la fonction de l'organe. Et en phase de réparation, lorsqu'on va pouvoir dépasser le conflit de cet aspect vital, on va éliminer tout ce tissu dont on n'a plus besoin ou alors on va l'enquister. Donc tous ces organes vont être gérés par une partie du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral, puisque c'est un tissu ancien, il va être géré par le tronc cérébral qui est le cerveau le plus ancien et qui correspond à toutes ces fonctions vitales au niveau du corps. Le deuxième tissu, comme je vous l'ai dit, c'était le mésoderme ancien qui aura une thématique principale d'atteinte à l'intégrité, de perte de protection ou des choses qui vont nous blesser profondément, puisque archaïquement, ça va être évidemment les crocs du prédateur qui nous transpercent, avec aussi évidemment des spécificités en fonction de l'organe qui sont touchés. Il est vital pour moi de protéger mon cœur, alors quand on va être blessé en plein cœur, que ce soit virtuellement ou physiquement, on peut développer des problèmes sur le péricarde. Si ça va être le poumon, ce sera évidemment la plèvre et ainsi de suite. Donc ce tissu, tous les organes dérivés de ce mésoderme ancien vont aussi proliférer en phase active et vont aussi, lorsque on a dépassé cette phase active de conflit, lorsque dans la phase de résolution, ils vont soit nécroser ou alors enquister cette tumeur de phase active dont on n'a plus besoin. Tous ces organes vont être gérés par une autre partie du cerveau qui sera le cervelet. Le troisième tissu est le mésoderme nouveau. Comme je l'ai dit, la thématique principale de ce mésoderme nouveau, ça va être l'impuissance, avec les multiples nuances, puisque évidemment, cet mésoderme nouveau va constituer vos organes qui correspondent à la capacité que vous avez sur votre monde extérieur, à l'action que vous avez sur votre monde extérieur. Donc quand vous serez dans un conflit, vous serez dans une impuissance avec ces multiples nuances. Je suis dans une impuissance face à un geste lorsqu'on est dans une articulation, je suis dans une impuissance face à une perte lorsqu'on est dans une partie d'un ovaire ou de testicule, je suis dans une impuissance face à prendre une direction, par exemple lorsqu'on est sur des problèmes de surrénal et ainsi de suite. Et lorsque vous avez dépassé donc dans la phase active, vous allez avoir des nécroses, et lorsque vous avez dépassé cette phase active, vous allez avoir des proliférations cellulaires qui permettent de pouvoir réparer toutes les nécroses de parenchyme, de substances parenchymateuses que vous avez eues dans la phase active. Tous ces organes vont être gérés par une autre partie du cerveau qui va se mettre au-dessus du tronc cérébral, qu'on retrouvera, qu'on appelle la substance blanche ou la moelle du cerveau. Et le quatrième tissu est le tissu donc ectodermique qui correspond à toutes les impuissances d'un aspect relationnel, environnemental ou territorial, ou aussi dans toutes les thématiques de contact ou de séparation, dans des pertes de fonction ectodermiques, telles que lorsque vous êtes dans lorsque vous ne supportez plus une odeur, vous pouvez même avoir une anosmie. Lorsque vous serez dans une impuissance face à un contact, on en a parlé tout à l'heure, vous serez dans une nécrose au niveau de l'ectoderme, du tissu épidermique, donc avec tous les différents organes qui correspondent à ce tissu ectodermique. Par exemple les bronches. Les bronches servent à pouvoir dissuader quelqu'un qui me menace dans mon territoire. C'est un conflit frontalier. D'ailleurs, il y a des expressions qui disent tu ne bronches pas ou alors je t'en colle une. Donc c'est vraiment la possibilité de crier dans une notion de peur frontale où on se sent menacé.
Donc dans tous ces tissus, dans tous ces organes dérivés de ces tissus, dans la phase active, vous allez avoir une nécrose qui va s'opérer. Par exemple, il va y avoir une nécrose des bronches dont le but biologique sera d'avoir plus de capacité pulmonaire pour pouvoir mieux broncher, justement mieux dissuader quelqu'un qui me menace par exemple. Et en phase PCL, lorsqu'il y avait justement toutes ces nécroses qui sont passées en phase active, dans la phase PCL, alors, vous allez avoir une prolifération cellulaire qui pourrait être interprétée évidemment par le corps médical comme évidemment une tumeur ou un cancer. Donc tous ces organes ectodermiques vont être gérés par la dernière des parties qui a été mise en place sur le cerveau au niveau phylogénèse, c'est le cortex, puisque c'est vraiment tout cet aspect relationnel qu'on va retrouver. Donc ça c'est vraiment en gros pour cette troisième loi. La quatrième loi maintenant, c'est la loi qui correspond au système ontogénétique des micro-organismes. Et cette quatrième loi nous dit que lorsque cela devient nécessaire, les mycobactéries, les champignons, les virus, les bactéries plus nouvelles vont être nos alliés pour pouvoir justement réparer tous ces tissus organiques endodermiques, mésodermiques anciens, mésodermiques nouveaux ou ectodermiques qui ont été entrepris dans la phase active. Donc, vous verrez que pour les organes qui sont du tissu plus ancien, tels que l'endoderme et le mésoderme ancien, qui sont gérés par le cerveau ancien, qui sont le tronc cérébral et le cervelet, ça va être des mycobactéries et des champignons qui vont commencer à pouvoir putréfier, qui vont aider à putréfier, à nécroser, à caséifier toutes les tumeurs dont on n'a plus besoin et qui vont en même temps donner de la fièvre. Donc toute fièvre correspond à ces tissus embryologiques et à ces organes dérivés de ces tissus embryologiques. Donc ils vont nécroser toutes ces tumeurs dont on n'a plus besoin. Des bactéries plus nouvelles, elles vont aider plutôt à restaurer toutes les nécroses mais du mésoderme nouveau, donc de tout votre tissu de soutien. Donc ces bactéries vont aider à pouvoir restaurer des structures articulaires, des structures osseuses, des structures ligamentaires. Et les virus, eux, vont intervenir uniquement sur des tissus ectodermiques, donc puisqu'ils vont générer une information. Donc ces virus vont pouvoir justement aider à de nouveau remettre de la substance là où il y avait des nécroses, par exemple sur une muqueuse nasale qui est ectodermique. En phase active, vous auriez une nécrose qui permettait de mieux pressentir le danger, puisque la muqueuse nasale permet de pressentir le danger, donc ce sont des peurs anticipatives. Et lorsque le danger est passé, la muqueuse nasale va se reconstituer et grâce à l'aide des virus, qui va vous permettre de pouvoir alors retrouver une muqueuse nasale tout à fait normale en fin de phase de réparation. Ça, c'est la quatrième loi en général. Et la cinquième loi, c'est la quintessence, c'est-à-dire quel est le but biologique finalement de toutes ces pathologies. Parce qu'il y a toujours un but biologique, le cerveau n'est pas suicidaire, le cerveau a une capacité de pouvoir s'adapter. Donc il faudra toujours rechercher l'aspect positif de toutes ces différentes pathologies, surtout dans les pathologies de phase active. C'est par exemple quel est le but biologique de faire plus de foie, de proliférer plus de cellules hépatocytaires. Alors les hépatocytes, c'est une partie endodermique du foie. Ces hépatocytes permettent justement de transformer, de stocker, de redistribuer toute la nourriture que vous pouvez assimiler au niveau de l'intestin grêle. Donc s'il y a une prolifération importante des hépatocytes, qu'on appelle une tumeur hépatocytaire du foie, qui vient dans une phase active, donc c'est qu'on va retrouver à ce moment-là comme conflit un grand manque, puisque évidemment le foie va être une sorte de réserve. Donc lorsque vous serez dans des grands manques, qu'est-ce que le cerveau va essayer de faire? C'est de pouvoir quelque part faire plus de foie pour pouvoir mieux évidemment mettre en réserve la nourriture, mieux stocker la nourriture et à ce moment-là la redistribuer en fonction de vos besoins. D'ailleurs, si on regarde chez les enfants qui sont dénutris, ils ont souvent des gros foies, justement, pour pouvoir avoir plus de capacité de stockage. Ça, c'est une des possibilités. On peut retrouver d'autres possibilités, telles que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les bronches, par exemple, lorsque vous allez avoir des ulcérations de bronches qui vont être à ce moment-là, elles, indolores, elles vont permettre d'augmenter la capacité pulmonaire pour pouvoir mieux broncher, pour pouvoir mieux dissuader. C'est vrai que lorsqu'on va trouver une bronchite, on sera en phase de réparation et lorsque vous aurez fini cette phase de réparation, vous allez retrouver normalement votre capacité pulmonaire tout à fait intégrale.
On peut retrouver aussi, par exemple, un mésothéliome ou bien un cancer en cuirasse, par exemple sur une cicatrice d'amputation de sein chez une femme. Elle peut développer un mélanome de type rubis ou un cancer en cuirasse dont le but biologique, c'est de proliférer plus évidemment de mésoderme pour avoir une carapace plus importante et à ce moment-là permettre permettre au corps de pouvoir mieux s'adapter à éventuellement d'autres crocs du prédateur que le cerveau a interprété, hein, puisque lorsque vous allez avoir un arrachement, une amputation de sein, pour le cerveau, c'est comme si vous aviez un prédateur qui vous avait arraché le sein, même si c'est dans un aspect chirurgical. Donc on peut retrouver dans chaque organe, finalement, on a une fonction, et quand cette fonction de l'organe est touchée, ben, ça correspondra vraiment à un conflit qui correspond à cette perte de fonction. Si vous avez une fonte musculaire, ben, c'est pour vous éviter de continuer un combat qui durerait trop longtemps et qui pourrait vous amener à la mort, par exemple. Si vous allez avoir une artère coronaire qui s'ulcère, ben, c'est pour pouvoir mieux perfuser le cœur, pour pouvoir mieux vous battre. Si vous allez avoir une diminution de production d'insuline ou une diminution de production d'insuline, c'est pour pouvoir évidemment avoir plus de sucre dans le sang pour pouvoir vous battre lorsque vous serez dans des grandes peurs et dans des conflits qui sont sur vous, où là vous êtes en train de résister, de vous battre, mais de manière inefficace. Donc le cerveau va faire en sorte d'avoir plus de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appellera le diabète. Donc il faudra toujours rechercher dans les différentes pathologies quel est le but biologique de survie du fait de ces pathologies. Et quand on parle de survie pour la nature, c'est très simple, c'est un gain de temps. C'est toujours avoir un gain de temps pour trouver une solution meilleure par la suite. Donc ça va, par exemple, un autre exemple, c'est quel est l'avantage d'être myope? Parce qu'il y a un avantage d'être myope. Vous me direz, on ne voit pas bien, mais non, c'est justement, on voit très bien de près. Ça, c'est l'avantage d'être myope. Donc, chez toutes les personnes qui sont myopes, eh ben, il va falloir rechercher des situations environnementales où il y a eu des grands dangers qui leur sont tombés de tout près, qui n'ont pas vu venir. Et donc, l'œil va s'adapter dans ces situations pour pouvoir encore mieux voir de près, pour pouvoir mieux, à ce moment-là, appréhender le danger qui vous tombe dessus, à droite ou à gauche. En général, c'est hors champ visuel. Donc ça va être notre but biologique, c'est de retrouver tous ces conflits qui peuvent avoir une implication organique. Donc si vous avez bien compris, on ne peut pas séparer finalement la façon dont vous vivez un événement avec le cerveau et l'organe qui est géré par le cerveau. On a cet invariant biologique qui est le psychisme cerveau-organe. Et comment, nous en tant que thérapeutes, ce qu'on va devoir faire, c'est devenir des détectives privés finalement de la vie privée des gens. On va devoir toujours, en fonction de l'organe touché, en fonction du symptôme de la personne, essayer de retrouver un événement qui l'a mis dans cette difficulté, qui a mis en péril la fonction de l'organe, et donc le corps s'est adapté pour pouvoir justement survivre dans ces situations compliquées. Donc on devient des détectives privés. Une fois qu'on a trouvé cet aspect environnemental, notre but biologique, ce sera de pouvoir mettre en lumière et en conscience, évidemment, tous ces événements qui ont été inscrits en dehors du champ de conscience de la personne. En fait, la personne, lorsqu'elle vit une situation très compliquée, c'est très bien qu'elle vit une situation compliquée, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est comment elle la vit. Et le comment elle la vit correspondra évidemment aux symptômes, c'est-à-dire la façon dont elle a vécu l'événement qui correspondra à un symptôme bien particulier. Et donc nous, grâce à ce symptôme, on va pouvoir reconstituer justement tous ces arrêts sur image, toutes ces difficultés environnementales que la personne a vécues. Permettre à ce moment-là à cette personne de peut-être voir la situation autrement, de ne plus la voir comme impuissance, et lui permettre, une fois qu'elle a pu reconnaître cette situation, de lui permettre de donner une autre réponse. Et si elle trouve une autre réponse, si elle vit un autre ressenti face à cette situation, à cette même situation, elle aura automatiquement une répercussion organique. Et donc ça permettra de pouvoir modifier évidemment les réponses au niveau organique et donc au niveau des différentes pathologies. Parce que nous pouvons guérir simplement par le verbe. Il est clair que les verbes sont une vibration. Nous sommes finalement que des informations ralenties. Et donc avec le verbe qui correspond à des informations bien précises, justement, qui sont biologiques, on permettra au corps de pouvoir, au cerveau de pouvoir fermer des programmes dont il n'a plus besoin et pour permettre aux personnes de pouvoir dépasser leurs conflits. Ça va être notre but thérapeutique en tant
que praticien. Donc en tant que thérapeute, nous allons travailler avec amour. Alors cette notion d'amour, c'est vraiment pour moi la notion d'empathie, c'est-à-dire que quand on écoute amour dans l'étymologie, on va retrouver our qui est la lumière et âme c'est l'âme. Donc quelque part, on va venir éclairer l'âme de la personne, c'est-à-dire on va venir éclairer des situations qui sont inscrites inconsciemment chez la personne et pour le remettre dans le conscient de cette personne pour pouvoir évidemment faire en sorte qu'elle puisse modifier les événements de sa vie et à ce moment-là redevenir quelque part acteur de sa vie et non plus spectateur, ou auteur de sa vie et non plus spectateur. Ça va être notre but thérapeutique et c'est grâce justement à tous ces différents symptômes qui vont pouvoir nous aider à pouvoir mettre en lumière toutes ces situations de conflit chez la personne. Voilà en gros en fait toutes les 5 premières lois de cette lecture biologique. C'est un système très passionnant, bien sûr je ne peux pas vous donner tous les exemples possibles, ce n'est qu'un aperçu. Si vous voulez et si vous êtes intéressé, au Brésil il y a avec l'Institut d'Afonso Salgado de thérapie manuelle, je donne des cours depuis maintenant 2007. Et pour avoir plus d'informations aussi pour toutes les personnes qui sont de l'Europe et qui regardent ce document, vous pouvez aller sur mon site lecture-biologique.com qui vous permettra d'avoir toutes les informations et les dates de formation que je peux donner, puisque je donne des formations dans différents pays, donc le Brésil, le Portugal, la Belgique et la France. Voilà. Je vous remercie et c'est avec un grand plaisir que j'ai pu partager ces quelques informations qui j'espère vous auront bien plu et passionné. Merci.